bienvenue sur le stream de Révolution Permanente pour cette émission spéciale avec comme sujet « Vers une guerre impérialiste contre le Venezuela ?» Alors, depuis maintenant 2 mois, Donald Trump et les États-Unis menacent ouvertement le Venezuela d'une intervention militaire avec un déploiement de force qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Au total, 15 navires de guerre, un sous-marin nucléaire, 10 000 hommes, 3 avions bombardiers B-52 ont été déployés au large du Venezuela. En début de semaine, ce mardi 11 novembre, l'armée américaine a annoncé l'arrivée du plus gros porte-avions au monde, le Gerald R. Ford et son groupe aéronaval. Ce jeudi, le ministre de la Défense américain a annoncé le lancement de l'opération Southern Spear, Lance du Sud. L'objectif pour l'impérialisme américain est clair: imposer un changement de régime, renverser Nicolas Maduro et mettre en place un gouvernement ouvertement favorable aux intérêts de l'impérialisme américain. Et tous les moyens sont bons, puisque les États-Unis ont décidé d'utiliser les bonnes vieilles méthodes de l'impérialisme, puisque Trump a autorisé la CIA à opérer au Venezuela, et il y a même eu une tentative récemment de détourner l'avion de Nicolas Maduro en essayant de corrompre son pilote. Alors ce soir, pour en parler, je suis avec Philippe Alcoy, membre de la section internationale de Révolution Permanente. Bonjour. T'écris régulièrement donc, sur les questions de géopolitique et tu suis l'actualité internationale pour RP. Et avec Thomas Posado. Bonsoir. Thomas, tu es chercheur, maître de conférence à l'université de Rouen. Tu es spécialiste du Venezuela, un pays que tu connais très bien. Tu as mené un travail de terrain et tu as publié plusieurs ouvrages, dont un qu'on a ici, Venezuela de la révolution à l'effondrement, le syndicalisme comme prisme de la crise politique, mais aussi un ouvrage que tu as dirigé avec Franck Gaudichaud, donc Gouvernement progressiste en Amérique latine, la fin d'un âge d'or. Alors, merci d'être avec nous du coup ce soir pour parler de cette situation brûlante, puisqu'on voit qu'il y a une escalade militaire de plus en plus forte, où les Américains, Trump, mettent une pression de plus en plus exacerbée sur le régime vénézuélien. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le début de cette offensive, parce que ça a démarré il y a un moment maintenant, mais vraiment il y a eu une accélération il y a 2 mois, avec un prétexte qui a été utilisé par Trump et les Américains pour commencer à attaquer directement le Venezuela, et ça a été la lutte contre le narcotrafic. Alors, Trump a expliqué que Nicolas Maduro serait un dirigeant, un narcotrafiquant, un chef de cartel, du présumé cartel de los Soles, et il a mis la tête de Maduro à prix avec une récompense de $50 millions. Il y a eu des bombardements d'embarcations, dont notamment des bateaux de pêche, donc avec des civils. Au moment où on parle, le décompte n'est pas forcément clair, mais on compte au moins 76 civils assassinés sommairement donc par ces frappes américaines dans les Caraïbes, mais aussi dans la côte Pacifique. Et il y a eu des victimes, il y a eu des Vénézuéliens, des Colombiens, des Trinidadiens aussi, qui ont perdu la vie. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce prétexte du narcotrafic pour intervenir militairement au Venezuela, mais plus globalement aussi dans la région. Par ailleurs, c'est une méthode, on l'a vu un peu, de Trump, mais d'afficher ses interventions militaires, comme on l'a vu au Moyen-Orient, où on a vu des frappes de drones. Là aussi, on peut voir des images sur les réseaux sociaux, sur les comptes Twitter, des embarcations qui sont frappées, qui se font exploser en fait par des drones et des bombardements de l'armée américaine. Donc on peut le voir là à l'écran. Donc est-ce que vous pouvez peut-être revenir dans un premier temps, Thomas, toi, sur cette longue histoire d'utiliser le prétexte du narcotrafic pour intervenir militairement et politiquement dans les affaires des peuples en Amérique latine?
C'est vrai que c'est une longue histoire, hein, l'utilisation du prétexte de narcotrafic par les États-Unis. Déjà, le plan Colombie, pour intervenir dans les affaires colombiennes. La dernière intervention militaire terrestre des États-Unis était liée à ce prétexte du narcotrafic. C'était au Panama en 1989, à l'égard où ils ont renversé donc Manuel Noriega, qui lui était vraiment impliqué dans un trafic de drogue. Évidemment, c'était pas seulement cette question pour laquelle ils sont intervenus. Ce qui est intéressant dans le cas vénézuélien, c'est que même le prétexte du narcotrafic, il apparaît largement infondé. Le Venezuela n'est pas un pays producteur de drogue. Aujourd'hui, la drogue qui fait le plus de morts aux États-Unis, c'est le fentanyl. Le fentanyl, les composants viennent de Chine, arrivent au Mexique, puis vont aux États-Unis, voire certains passent de Chine aux États-Unis directement. Donc rien à voir avec le Venezuela. L'autre drogue qui est un peu plus liée au Venezuela, c'est la cocaïne. Et la cocaïne, elle est produite en Colombie. Le Venezuela est un pays de transit, effectivement. L'argent de la drogue corrompt la société vénézuélienne, comme elle corrompt beaucoup de sociétés latino-américaines, voire au-delà, mais absolument pas comme route principale. Aujourd'hui, la route principale de la cocaïne vers les États-Unis, c'est le Pacifique. Plus de 60-70% de la drogue passe par le Pacifique, avec notamment l'Équateur, qui est devenu une plaque tournante pour remonter cette drogue. Mais Donald Trump ne va pas intervenir en Équateur, qui est dirigé par un de ses proches alliés, en la personne de Daniel Noboa. Donc là, on a un pays qui n'est pas le pays central pour le trafic de drogue, qui se voit accusé avec des constructions politiques, le cartel des soleils notamment. Le cartel des soleils, c'est une vieille accusation qui date même d'avant Chavez pour critiquer la corruption des militaires vénézuéliens. Les soleils, c'est les médailles que portent les Vénézuéliens, mais c'est pas un cartel au sens, pas une organisation criminelle dans ce sens. Et donc cette accusation, elle est largement infondée. Il y a une autre accusation qui est de lier le gouvernement Maduro au Tren de Aragua, qui est une organisation criminelle, transnationale, qui a pour origine le Venezuela, mais qui s'est diffusée partout sur le continent, enfin aux États-Unis. Il y a eu des arrestations récemment en Espagne. Et encore une fois, il y a des rapports des services d'intelligence états-uniens qui attestent qu'il n'y a pas de lien entre le gouvernement Maduro et le Tren de Aragua. Il peut y avoir eu une corruption, il y a eu des neveux de Maduro qui ont été arrêtés avec de la drogue. Mais ce n'est pas une raison pour estimer que le Venezuela est un morceau particulièrement gros dans le trafic de drogue. Et cette accusation, elle a tout du prétexte, comme tu le disais. Oui. Et je pense que c'est important d'appuyer sur ça, que c'est ce truc Cartel de los Soles, donc le cartel des soleils, c'est une pure invention. Et ça n'existe pas en tant que tel, mais c'est une construction, comme tu l'as dit, des Américains. Peut-être... ça, c'est un truc qu'on retrouve peut-être, je sais pas, Philippe, c'est l'impérialisme américain, il est prêt à inventer énormément de choses. On peut s'éloigner même au-delà de l'Amérique latine, du Venezuela, mais c'est pas la première fois qu'il y a une invention de toute pièce pour justifier des interventions militaires dures contre des pays. Oui, je pense qu'on pense tout d'abord à l'intervention en Irak en 2003, quand on nous affirmait devant le monde entier qu'il y avait des armes de destruction massive, et que plus tard on a appris que ces armes n'existaient pas, et c'était vraiment juste un prétexte des États-Unis, de l'impérialisme, de ses partenaires impérialistes, pour envahir et essayer de remodeler le Moyen-Orient. Dans ce cas-là, en plus, c'est intéressant la question du cartel de los Soles, parce que déjà, cette appellation-là, c'est une appellation, comme tu disais, inventée notamment par la presse, mais surtout qui précède et qui marque aussi la façon dont les États-Unis interviennent en Amérique latine, et plus particulièrement, parce que dans les années 90, justement, la CIA crée un faux cartel des trafiquants de drogue pour essayer d'infiltrer les cartels en Colombie, et ils travaillent pour ça avec la Guardia Nacional, la garde nationale vénézuélienne. Et la question, c'est que il y a eu un scandale autour de cette opération, parce que la CIA a importé
1 tonne de cocaïne aux États-Unis et à l'insu des du gouvernement des États-Unis et la DEA qui est l'agence qui s'occupe des questions de lutter contre le trafic, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'utiliser ce supposé cartel qui est dont la structure a été créée par la CIA. La CIA, en accord avec des militaires vénézuéliens, comme disait Thomas, qui ont eux-mêmes, ensuite, dont certains ont été condamnés pour trafic de drogue. Ils ont utilisé ce schéma-là. Déjà, ils n'ont rien découvert de très important. Le coup de filet, c'était même plutôt un coup de théâtre. Et ils ont profité, eux, pour s'enrichir en exportant à travers le trafic de la cocaïne vers les États-Unis. Mais ça, je pense que c'est un point important de rappeler, même tu l'abordais aussi, Thomas, que finalement, il y a dans le chat Philippe qui dit « Le principal corrupteur du narcotrafic, c'est les États-Unis ». C'est vrai qu'ils utilisent la lutte contre le narcotrafic pour mener des interventions militaires, géopolitiques, faire de l'ingérence dans tout un tas de pays d'Amérique latine. Ils l'utilisent aussi comme prétexte pour faire de la répression. C'est un autre sujet, mais c'est aussi lié, à mon avis, pour réprimer à l'intérieur. Au sein des frontières des États-Unis. Mais en réalité, on voit qu'ils ont soutenu tout un tas de dirigeants qui sont directement impliqués pour le coup. Et là, il y a vraiment des preuves pour le. Comme Noriega, dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Noriega, Noboa et Uribe. Noboa, peut-être, qui est le président de l'Équateur aujourd'hui, en effet, qui a des liens, sa famille, puisqu'ils tiennent une entreprise qui exporte tout un tas de produits, et voilà, notamment des bananes. Et on a trouvé qu'ils exportaient aussi au passage de la cocaïne, de la drogue. Le même Noboa qui aujourd'hui fait figure en lien avec aussi les États-Unis de ligne dure contre les narcotrafiquants, parce qu'il faut rappeler que si, comme tu l'as dit Thomas, la cocaïne elle passe pas, je crois que c'est 8%, il me semble, du total de la cocaïne mondiale qui passe par le Venezuela, elle passe beaucoup aussi maintenant par l'Équateur, et pourtant voilà, son principal dirigeant a des liens. Philippe, tu disais la Colombie, président historique de la droite, Álvaro Uribe, qui a été la ligne très dure, qui a dit on va en finir avec à la fois les guérillas mais aussi les narcotrafiquants, qui a des liens qui sont connus avec le narcotrafic. Donc je pense que c'est bien de pointer du doigt cette hypocrisie-là. Il faudrait aussi, je pense que c'est intéressant parce qu'on parle des États-Unis sur cette question-là, mais on a vu aussi la France qui s'est positionnée en soutien du déploiement militaire américain, toujours dans le cadre du trafic de drogue. C'est-à-dire que, en bon allié de Washington et en puissance coloniale, la France a utilisé notamment ses possessions dans la région, je pense notamment à la Guadeloupe, pour participer à cette offensive des États-Unis, et le ministre des Affaires étrangères et Bruno Retailleau également ont déclaré qu'ils allaient envoyer des drones, des radars et des navires de guerre pour lutter contre le narcotrafic. Est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus, peut-être le lien avec la France, ce rapport peut-être d'alliés qu'ils ont aux États-Unis. Je ne sais pas si Philippe, tu veux... Non, mais c'est intéressant ici la question de la France, effectivement, de soutien, même si ces derniers jours, la France a vu l'avancée, le risque d'intervention, parce que Trump, là on disait qu'il s'attaque à des bateaux, mais là il a menacé d'attaquer des positions sur le territoire vénézuélien directement, et que la France, face à la situation, apparemment, en ce moment, semble en tout cas prendre ses distances, etc., mais toujours prête à soutenir les États-Unis dans l'impérialisme nord-américain, en tout cas en Amérique latine. N'oublions pas non plus, je reviens un petit peu peut-être dans le temps, c'est pas lié directement à cette question, mais à l'histoire de l'Amérique latine, que la France et l'armée française a formé les tortionnaires, les dictateurs
latino-américains dans les années 60-70 qui ensuite ont mené des crimes contre l'humanité dans leurs pays respectifs. Donc l'histoire d'intervention de l'impérialisme français en Amérique latine, elle est riche et néfaste plutôt. Et n'oublions pas non plus que face à la tentative de coup d'État en 2020, je crois, en 2019, au Venezuela, où après les élections, tous les dirigeants impérialistes ont reconnu Juan Guaidó comme le vainqueur de l'élection. La France et Macron faisaient partie de ceux qui reconnaissaient un type que, voilà, dans une ingérence totale, au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire à l'arbitraire de Maduro, au régime, etc. Mais la France, elle était bien là dans le groupe des puissances impérialistes qui ont reconnu un autre vainqueur d'une élection au Venezuela. Et peut-être, du coup, pour arriver sur les vraies raisons, puisqu'on parlait de prétexte pour le narcotrafic, les vraies raisons de cette offensive, qui est clairement une escalade, parce que tu commençais à l'aborder, Philippe, et Thomas, j'aimerais bien que puisque tu connais bien le contexte historique quand même vénézuélien, que tu reviennes peut-être sur cette histoire un peu de déstabilisation, d'attaque, de pression contre le Venezuela. Comme l'a dit Philippe, il y avait eu déjà une tentative, en fait, la plus récente avant celle-ci, à laquelle on est en train d'assister, mais une tentative de changement de régime, une tentative de coup d'État avec le président autoproclamé Juan Guaidó en 2019. Je précise qu'il y avait eu d'ailleurs une tentative, alors officiellement c'est pas les Américains, ce serait des groupes de mercenaires qui étaient basés en Colombie, mais une tentative de coup d'état militaire pour enlever, assassiner Maduro, qui avait été c'est l'opération Gideon qui avait été préparée en Colombie sur les côtes de la Guajira, le département qui est proche du Venezuela. Ça avait échoué, mais est-ce que du coup tu peux revenir sur pourquoi aujourd'hui, alors après toute cette histoire-là, le Trump décide, on a l'impression qu'il décide, voilà, d'aller vers une pression beaucoup plus forte, et on a l'impression, voilà, d'intervenir, et qu'on est au bord peut-être d'un changement de régime, d'un coup d'État, quoi. La détestation des États-Unis à l'égard du pouvoir chaviste, elle est effectivement ancienne. Enfin, il y a eu une tentative même de coup d'État qui avait réussi pendant 48 heures en avril 2002, où il n'y a eu que 2 États dans le monde qui ont reconnu le pouvoir putschiste éphémère. C'était les États-Unis et l'Espagne, donc à l'époque dirigée par José María Aznar. Donc les États-Unis, oui, ont cette longue politique. Ce qui a un effet aussi très grave, ce sont les mesures coercitives unilatérales, donc les nommées sanctions que Trump a mis en place durant son premier mandat, à partir de 2017, surtout à partir de 2019, au même moment qu'il y avait cette tentative de déstabilisation avec l'autoproclamation de Juan Guaidó comme chef d'État alternatif. Qui ont contribué à aggraver la crise économique dont souffrent les Vénézuéliens. Et là, on arrive du coup à une nouvelle étape, si on veut essayer de comprendre pourquoi il y a effectivement une rivalité géopolitique. Ils comprennent très bien que le gouvernement de Chavez puis le gouvernement Maduro ne sera pas le meilleur représentant des intérêts des États-Unis au Venezuela. Et en même temps, Chavez puis Maduro, au début de sa présidence, ont été assez pragmatiques dans leur relation avec les États-Unis. Chavez pouvait insulter George W. Bush à la tribune de l'ONU le matin, mais où le soir, le commerce continue avec les États-Unis. Les États-Unis sont restés le premier client et le premier fournisseur du Venezuela jusqu'en 2018, donc jusqu'à une date assez récente. Le moment où ça switch, alors il y avait une diminution de départ de marché des États-Unis au profit de la Chine, mais ce qui est quand même quelque chose d'assez commun dans l'Amérique latine du XXIe siècle. Le Venezuela ne fait pas exception à cette règle. Et ce qui permet à la Chine de passer devant, c'est précisément les sanctions mises en place par Donald Trump, qui font que, oui, du coup, il a envoyé le Venezuela dans les bras de la Chine et dans une bonne mesure de la Russie. Donc il y a cette rivalité géopolitique. Autre raison qui me semble importante de mentionner pour expliquer
ces tensions et cette probabilité d'affrontement, c'est des contradictions internes de l'administration Trump. C'est-à-dire qu'au sein de l'administration Trump, il y a les secteurs MAGA qui sont contre les interventions extérieures, pas par humanisme, mais par nationalisme. Et notamment, propre Donald Trump avait envoyé un conseiller négocier avec Donald Trump 10 jours après sa prise de fonction, qui s'appelle Richard Grenell, et qui négociait des accords entre Chevron, donc la multinationale états-unienne, et le gouvernement Maduro, et en échange acceptait les déportations de migrants vénézuéliens qui étaient aux États-Unis, les acceptait au Venezuela. À l'opposé de cela, il y a la ligne portée par le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Marco Rubio, qui lui est dans la droite ligne de la politique néoconservatrice. C'est-à-dire on va intervenir, essayer de faire des changements de régime partout, et surtout dans les pays qui ont pu se revendiquer du socialisme à un moment ou un autre. Marco Rubio a fondé toute sa carrière politique dans l'hostilité au gouvernement cubain, au gouvernement vénézuélien, et il a des liens forts avec l'opposition libérale vénézuélienne sur ce sujet, et c'est un secteur qui était même pouvait être mal à l'aise avec les expulsions massives de migrants vénézuéliens, précisément parce que c'est leur base électorale dans un certain sens, où c'est les frères, les sœurs, les oncles de ceux qui votent pour lui, ceux en Floride. Donc on a à la fois ces tensions géopolitiques et ces contradictions au sein de l'administration Trump, où une fois ça va être Richard Grenell qui va négocier le renouvellement d'une concession en juillet, et en août, le mois suivant, on a l'émergence de tensions militaires entre les uns et les autres. Ce qui est assez déstabilisant, c'est que Trump peut décider un jour une option et le lendemain l'autre option, qui est quasiment l'inverse, sans qu'aucune des deux n'ait la moindre once d'humanisme, on est d'accord. Philippe, est-ce que toi tu veux ajouter un mot là-dessus? Oui, non, et moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore trop mentionné, mais qui est important à le dire, c'est que toute cette offensive contre, soi-disant, la lutte contre le trafic, etc., c'est au nom de la lutte contre le narcoterrorisme. Et ça, c'est pas un détail, c'est pas juste du spectacle, c'est que ça donne des bases légales aux États-Unis, légales, entre mille guillemets, rien de légal, enfin, si, une légalité des brigands, comme c'est les impérialistes. Mais ça ne respecte même pas la loi des États-Unis, ça ne respecte pas le droit international, et on sait qu'effectivement, ce type de pouvoir n'a rien à faire de respecter le droit. C'est vrai que le truc de terrorisme leur donne, ça justifie déjà les exécutions des personnes qui sont dans la mer, qui se font du trafic ou non. Déjà, on n'a aucune preuve de rien, et surtout qu'on décide de la peine des morts comme ça, sans aucun procès ni rien. On les arrête, rien. C'est juste, on les tue. Les gens, c'est des exécutions sommaires et complètement illégales, même du point de vue du droit complètement bourgeois, international, impérialiste. C'est leur droit. Ça, c'est pas légal. Et bon, ça, c'est très important de le dire, parce que aussi, ça pourrait éventuellement justifier et légitimer l'assassinat de Maduro. Parce que si Maduro est à la tête d'une organisation narcoterroriste, et lui-même c'est un narcoterroriste, ça pourrait justifier l'assassinat d'un haut dirigeant d'un autre pays, et voire des généraux ou des ministres, etc. C'est-à-dire c'est quelque chose de très grave, ce qu'on est en train de voir. Et ensuite, il y a toute cette question, effectivement, de rivalité avec la Chine, notamment, et la Russie, plus de façon secondaire, mais notamment avec la Chine. C'est de s'assurer que dans l'hémisphère occidental, les États-Unis restent la principale puissance impérialiste, et que dans son arrière-cour, il y a aucune autre puissance qui vient s'installer. Donc, c'est pour ça que nous, là, on est en train de dénoncer que la question de la lutte contre le trafic, c'est un prétexte, mais que le vrai objectif, c'est un changement de régime pour mettre à la place l'opposition, une figure de l'opposition libérale, peut-être Maria Corina Machado, qui a gagné le prix Nobel de la paix, qui est clairement une dirigeante liée à la bourgeoisie vénézuélienne, qui est clairement liée à l'extrême droite, qui ces derniers jours, et même avant, a défendu une intervention militaire des États-Unis
contre le régime des Maduro, etc. Et voilà, pour se poser en tant que figure de rechange. Mais l'objectif contre la Chine, plus géopolitique, on va dire, c'est d'assurer que la Chine ne va pas mettre un pied, même si elle est déjà très liée à l'Amérique latine, mais qu'ils ne mettent pas les pieds dans l'hémisphère occidental, ou en tout cas faire tout ce qui est dans la possibilité de l'impérialisme nord-américain pour l'empêcher ou l'expulser peu à peu. Ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête, parce que ce qu'on voit, c'est pas juste quelque chose contre Maduro parce qu'il n'aimerait pas, parce qu'il serait socialiste. Ce qu'on sait très bien que c'est faux, mais c'est une dispute géopolitique qui se donne en plus dans un cadre du recul de l'hégémonie nord-américaine. Oui, ça c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup d'analystes. Enfin, c'est un peu ce qui est discuté aujourd'hui, de dire que Trump il fait un retour finalement à la doctrine Monroe, et notamment on avait écrit des articles là-dessus sur Évolution Permanente, mais c'est le retour aussi de la politique du gros bâton entre guillemets, qui avait été l'interprétation par Theodore Roosevelt de la doctrine Monroe, et c'était en gros l'idée que la puissance de l'impérialisme américain, elle se basait d'abord sur le contrôle de son précaré latino-américain, et que il ne fallait pas hésiter à employer la force, ou en tout cas la menace même militaire, pour garantir ses intérêts. À la base, la doctrine Monroe, c'était en gros contre les vieilles puissances impérialistes en crise à l'époque européenne, notamment la Grande-Bretagne. On pouvait parler, enfin, il y a eu aussi l'Espagne, et la France dans une moindre mesure. Mais aujourd'hui, donc, ce serait une réactualisation dans un cadre de compétition du coup avec la Chine. Thomas, t'en as un peu parlé. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu disais là sur Maria Corina Machado. C'est important parce que elle a quand même eu le prix Nobel. Alors, on sait un peu ce que ça veut dire le prix Nobel. Enfin, c'est pas la première figure très à droite, voire d'extrême droite, qui a ce prix. Thomas, tu as écrit un article dans The Conversation qu'on peut peut-être afficher rapidement, où tu reviens un peu sur la signification de ce prix Nobel. Je veux bien que tu reviennes un peu là-dessus. Ce qu'il y a comme constat, c'est que c'est un constat assez étrange. Enfin, ce que tu disais sur Maria Corina Machado, c'est la dirigeante la plus à droite, avec les stratégies les plus dures au sein de l'opposition vénézuélienne. Il y a plein de courants au sein de l'opposition vénézuélienne. Maria Corina Machado, elle se distingue pour celle qui a les options les plus dures, qui en 2019, au moment de l'autoproclamation de Guaido, disait c'est pas suffisant, il faut une menace militaire crédible pour chasser Maduro du pouvoir, et qui se félicite des assassinats qui ont lieu actuellement dans la mer des Caraïbes. Donc, il y a un rapport à la paix qui est un peu spécial dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, effectivement, le prix Nobel, ces dernières années, ils ont récompensé beaucoup d'opposants dans des régimes autoritaires, mais qui contestent les intérêts occidentaux. Et que la nomination la récompense de Maria Corina Machado, c'est une manière de récompenser Trump sans le dire. On sait que Trump a fait une campagne très agressive, pour pas dire plus, pour avoir ce prix Nobel. Le récompenser, c'était clairement une subordination aux États-Unis. Récompenser Maria Corina Machado, c'est récompenser l'orientation politique de Donald Trump sans récompenser Donald Trump en personne. Maria Corina Machado, elle a gagné une popularité dans la population vénézuélienne, en partie avec la faillite du chavisme, c'est-à-dire qu'on a un chavisme qui a combattu toutes les orientations de gauche, qui a interdit des organisations politiques de se présenter. Enfin, il a volé le sigle du Parti communiste vénézuélien, qui a longtemps soutenu Chavez puis Maduro, mais qui, à partir du moment où il s'est opposé, leur sigle, le nom de leur organisation a été confié à des pantins du gouvernement vénézuélien. Des organisations de l'extrême gauche n'ont pas le droit de se présenter. Des militants vont être arrêtés. Enfin, une militante qui défendait les collectifs de femmes qui défendaient les prisonniers politiques cet été, Marta Lia Grajales, qui a été arrêtée pour simplement s'opposer, demander la libération. Donc on est dans une
tel niveau de répression contre la gauche que, oui, forcément, ce qui a été promu, c'est l'antithèse la plus absolue de Maduro. Et Maduro porte une grande responsabilité dans la montée en puissance d'une personnalité aussi excessive et radicale que Maria Corina Machado. Et totalement inféodé, parce qu'un truc qu'elle a dit, c'est je dédie ce prix Nobel à Donald Trump. Ouais. Donc, sa stratégie politique, c'est clairement penser que la communauté internationale, dans communauté internationale, entendons les États-Unis, peut délivrer le Venezuela. Elle fait face à une répression très forte dans le pays, mais la stratégie de Maria Corina Machado, ça ne va pas être de mobiliser le peuple. Il y a eu des grandes manifestations à l'issue du scrutin présidentiel frauduleux de juillet 2024, dont Maduro a volé l'élection. Il y a des jeunes des quartiers populaires qui sont sortis spontanément dans la rue, pas à l'appel de Maria Corina Machado, et Maria Corina Machado ne les a pas particulièrement défendus, parce que ce n'est pas sa stratégie politique. Sa stratégie politique, c'est une stratégie de... on va faire appel aux grandes puissances et on leur promet en échange d'être des partenaires très très privilégiés le jour où il y a un changement de régime. Elle était récemment dans un forum avec des entrepreneurs états-uniens où elle leur disait le Venezuela sera un hub énergétique pour les Amériques et où vous pouvez avoir des milliards de dollars en termes de pétrole, de gaz, d'or, qu'on a beaucoup de richesses à vous faire profiter. Et c'est une stratégie politique qui est, oui, clairement subordonnée aux intérêts de Washington. Enfin, et je pense qu'elle a été récompensée aussi pour ça. Hein. Enfin, c'est pas forcément lié à l'escalade militaire. Je pense que le comité Nobel n'a pas de lien particulier avec la Maison-Blanche. Mais par contre, ils ne veulent pas s'attirer les foudres de Washington. Ils n'ont pas récompensé la flottille pour Gaza, par exemple. Ça aurait été un autre signal que de récompenser la flottille pour Gaza du prix Nobel de la paix. Oui, en plus, moi je pense que c'est important de rappeler là, peut-être les gens qui nous écoutent le savent, mais c'est important de le rappeler, que quand on parle d'opposition de ce type-là, et des changements de régime et mettre ces gens-là à la tête de notre pays, c'est pas la démocratie libérale qu'il va y avoir, c'est une autre forme d'autoritarisme, de ce que nous on appelle le bonapartisme, voire des dictatures. C'est-à-dire que remplacer, nous on n'est pas chavistes, on n'est pas des soutiens de Maduro. On dénonce la répression, notamment la répression contre les travailleurs, la jeunesse, le peuple qui est en train de mourir de faim, littéralement au Venezuela. Ils s'opposent au gouvernement et à la misère dans laquelle ils vivent, certes. Mais la question, c'est que quand ils mettent quelqu'un d'autre à la place, c'est pas pour satisfaire ces besoins-là. C'est pour imposer d'autres types de régimes dictatoriaux ou autoritaires. Je pense que c'est important et que de ce point de vue, le Venezuela, c'est la pointe avancée de l'agression de l'impérialisme nord-américain et ses partenaires dans la région, mais il y en a d'autres, parce qu'ils sont très contents. Il y a eu récemment une ingérence claire dans la politique argentine avec de l'argent carrément que les États-Unis ont donné au gouvernement de Milei pour qu'il gagne les élections. Il y a le nouveau gouvernement bolivien de droite qui, voilà, que les États-Unis sont très contents et saluent. Bon, on a parlé des Noboa. L'année prochaine, il y a des élections en Colombie et ils attendent, ils espèrent que la droite revienne au pouvoir. Il y a eu toute la pression qui a été faite sur le Brésil face au procès contre Bolsonaro pour qu'il ne soit pas condamné pour la tentative de coup d'État, etc. Aujourd'hui, il y a les élections chiliennes. Au moment où je te coupe, là, on est en train de parler. Ce soir, ou tard dans la nuit, avec le décalage horaire, on aura les résultats de l'élection, mais a priori, le favori à l'élection présidentielle là, qui se tient aujourd'hui, c'est un candidat d'extrême droite. Qui est proche de Trump, en tout cas qui... Moi, je pense que c'est important de rappeler, c'est quoi les oppositions d'aujourd'hui, les oppositions, les courants qui sont soutenus par l'impérialisme en Amérique latine, et même si on sait que dans l'histoire de l'Amérique latine, ça peut être pire, ça peut être des dictatures sanguinaires qui font disparaître et tuent 30 000 personnes par-ci par-là. Du coup, c'est un peu ça, j'allais poser plus une question sur les conséquences aussi, on ne peut pas savoir, mais si
dit intervention militaire il devrait y avoir, il faut rappeler, et je veux dire, vous avez commencé à le dire, déjà la pression, les sanctions économiques sont une partie non négligeable, même centrale, qui explique la situation sociale, économique catastrophique aujourd'hui au Venezuela, avec des salaires extrêmement bas, on a un peu parlé, des conditions de travail ultra précaires. Ça, c'est aussi le résultat des sanctions économiques. Et du coup, qu'est-ce que ça laisse présager pour la région ? Est-ce que le projet de Trump, c'est ça, de mettre des Milei, d'essayer d'intervenir au maximum pour mettre des Milei, comme on voit en Argentine, il y a Bukele au Salvador aussi, qui sont ouvertement des valets, en fait, de Trump et de l'impérialisme américain. Et je pense que ce que tu racontais là, Thomas, sur Maria Corina Machado, ça montre un peu la perspective, en tout cas l'objectif pour Trump. J'aimerais peut-être du coup revenir sur un élément qu'on n'a pas abordé, qui est un peu central aussi, c'est cette question du pétrole. Peut-être en dire peut-être un mot, ce que ça représente. On en parle beaucoup, mais voilà, le Venezuela, ils ont les plus grosses réserves de pétrole au monde. C'est quasiment 20%, je crois, des réserves mondiales. Donc il y a un aspect aussi. J'ai vu une carte il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas que du pétrole. Apparemment, il y aurait aussi pas mal de minerais dans des zones d'ailleurs où il y a beaucoup de communautés indigènes. C'est des zones pas mal au sud, vers la frontière avec le Brésil, une partie du sud sud-est de la Colombie. Est-ce que peut-être Thomas, tu peux revenir là-dessus et on peut... Oui, le pétrole, c'est le principal produit d'exportation du Venezuela, et c'est aussi ça. Enfin, souvent, il y a la vision de le Venezuela est un pays riche. Non, le Venezuela n'est pas un pays riche. Le Venezuela est un pays qui a d'énormes richesses, mais qui, du coup, subit des cycles d'abondance et de crise parce qu'il est dépendant dans l'économie mondiale. Avoir des grandes matières premières, c'est pas être un pays dominant et un pays riche dans l'économie capitaliste. C'est être un pays qui va être effectivement dans une situation de relative abondance quand le cours du pétrole est haut et qui va se retrouver dans des situations de crise très très fortes et très très graves. C'est un peu une malédiction, quoi, aussi. Exactement, on parle l'excrément du diable, ça arrive qu'on dise au Venezuela pour parler du pétrole. Donc ça en dit long de cette relation d'amour-haine que les Vénézuéliens peuvent avoir avec le pétrole. La crise actuelle, elle est aussi liée au fait que le Venezuela produit beaucoup moins de pétrole qu'auparavant, pour différentes raisons. C'est-à-dire, pour le donner de manière chiffrée, le Venezuela produisait 2,5 millions de barils par jour en 2015. Aujourd'hui, c'est autour d'1 million, avec un plancher qui est tombé à 300 000 en 2020. Pour comprendre ça, il faut comprendre que le gouvernement Maduro n'a pas eu une bonne gestion des infrastructures pétrolières. L'émigration massive et les travailleurs qualifiés dans le secteur pétrolier, c'est parmi les premiers qui peuvent reconvertir leur savoir. Puis l'effet des sanctions dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, quand ça devient compliqué de vendre son pétrole, on en produit moins, c'est difficile d'avoir des pièces pour les rechanger. Spécificité du pétrole vénézuélien, c'est qu'il n'est pas de très grande qualité, qu'il a besoin d'être raffiné. Mais du coup, ça donne des obstacles supplémentaires pour un pays qui va connaître des blocus. Et depuis 2019, c'est globalement ça que subit Venezuela. Venezuela a perdu quasiment 80% de son PIB entre 2014 et 2020. C'est énorme, un PIB divisé par 5. Alors, on estime qu'il y a peut-être une moitié qui vient des sanctions. Les économistes qui étudient la question parlent d'une moitié qui vient des sanctions et une autre moitié qui vient de la baisse des prix du baril et des mauvaises politiques économiques qu'ont pu mettre en place Chavez puis Maduro. Ils ont une politique monétaire qui subventionnait l'usage de dollars pour les grandes entreprises, pour des proches du pouvoir, qui a fait qu'il y a eu une perte totale de la confiance dans la monnaie vénézuélienne et qui font que, tu le disais, les salaires, c'est $1 le salaire minimum par mois pour les Vénézuéliens. Et évidemment, c'est des conditions de vie qui sont redonner les chiffres de l'inflation, je pense que c'est important parce que, pour qu'on comprenne bien, nous, en France, on a vu les conséquences de l'inflation réelle, je pense pour la classe ouvrière française, etc., après le Covid, où je crois que c'est monté à 5% en 2022. Mais au Venezuela, il y a eu des chiffres entre 500 et 800%, j'ai vu vers 2016. C'est même dépassé les 1000%, enfin c'est plusieurs milliers de pourcents. Pour se donner une idée du niveau de crise. C'était des prix qui augmentaient dans la même journée. Enfin, j'ai entendu des histoires d'une personne qui allait commander sa soupe et où pendant qu'il la mangeait, le prix pouvait augmenter en disant non mais moi je l'ai commandé au moment où le prix était ça. Enfin, ça peut prêter à sourire, mais en vrai ça a eu des conséquences dramatiques sur leur
conditions de vie. Aujourd'hui, il y a 8 millions de Vénézuéliens qui vivent à l'extérieur des frontières de leur pays. C'est une grande partie en cause de ça. Vivre dans un pays où vous ne pouvez pas vous alimenter correctement, vous n'avez pas l'argent pour subvenir aux besoins de votre famille, vous avez des coupures d'électricité, d'eau, enfin évidemment, que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Enfin, c'est une question de dignité et de survie élémentaire pour les Vénézuéliens. Ouais. Non, et c'est intéressant de dire ça. La question de tout ça, c'est lié, non? Mais la question. Pour revenir à la question du pétrole, on disait, les États-Unis veulent garder le précaré, etc. Mais évidemment qu'il y a une question énergétique du pétrole très importante. On sait que la Chine, elle est très dépendante de l'importation de pétrole. Et comme par hasard, cette semaine, Trump a commencé à s'inquiéter du sort des chrétiens au Nigeria. Le Nigeria qui est le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Et c'est pas un hasard. Non? On sait très bien que c'est pas un hasard, que tout ça, comme tu disais, je pense c'est très bien cette expression, l'excrément du diable, c'est une malédiction, parce qu'effectivement, dans un moment de grandes disputes internationales et aussi des reculs de l'impérialisme nord-américain dans son hégémonie, etc., il devient beaucoup plus agressif. Donc, avec des politiques plus ouvertement impérialistes, non? Et tout le soft power, tout ça, c'est beaucoup plus faible aujourd'hui. Et c'est la question militaire, la question de l'intervention directe, etc., c'est beaucoup plus ouverte, en plus avec un président comme Trump qui dit les choses ouvertement et qui n'essaye même pas de cacher ses intentions. Et oui, cette question du pétrole, elle est importante à mettre aussi dans un contexte particulier de rivalité et de plus en plus de pression et d'oppression contre les peuples opprimés et soumis aux intérêts de l'impérialisme. Oui, je pense que c'est important de rappeler que la compétition, comme tu l'as dit Philippe, avec la Chine, qui est une compétition mondiale entre les puissances impérialistes, ou en tout cas les en plus avec la guerre en Ukraine qui affecte la question de l'exportation russe, etc. Voilà. Et il y a une vraie guerre pour le contrôle de ressources minières, fossiles, etc. Parce que on pourrait revenir là-dessus plus longtemps, mais il y a quand même cette compétition qui se joue autour de la compétition commerciale et économique avec tous les secteurs aujourd'hui qui sont un peu moteurs, même pour la croissance qu'il y a encore aux États-Unis, autour de l'IA par exemple. Ils sont ultra dépendants de terres rares. Enfin, je pense même ce qu'on voit aujourd'hui avec Milei. Avec Milei en Argentine, etc. Le soutien à Milei aussi, c'est aussi on échange pour contrôler un maximum des réserves minières. Je crois que c'est du lithium qui a pas mal en Argentine. Et tout, parce que en plus il y a la cordillère des Andes qui n'est pas exploitée. Et Milei cette semaine a dit justement qu'on n'exploite pas assez la cordillère des Andes, ce qui implique aussi des risques très importants en termes de la protection de l'environnement, la nature, etc. Et je pense que c'est un peu là aussi la même discussion avec le Venezuela. Je crois qu'il y a beaucoup des terres rares qui ne sont pas exploitées encore. En ce moment, il y a eu ces dernières années un développement de l'exploitation des minerais dont tu parlais dans le sud du pays, et où Maduro a mis en place des décrets pour faire des zones économiques, un peu sur le modèle des zones économiques spéciales chinoises, où il y a dérogation au droit à l'environnement, dérogation à la protection des populations indigènes, dérogation au droit du travail, dérogation au droit fiscal, pour attirer des investissements dans cette zone et l'extraction d'or. Après, le problème, c'est qu'investir en ce moment au Venezuela, c'est pas un contexte qui donne trop envie. Donc, du coup, il y a beaucoup d'extraction qui est par des bandes criminelles et qui se fait dans des conditions de travail absolument dramatiques et dans des conditions de contamination pour l'environnement qui sont problématiques et qui sont toujours dans ce problème d'Amérique latine qui va produire des matières premières, qui n'est pas une stratégie économique de développement durable. Et une des questions sur lesquelles il y a une différence, je trouve, avec la période du gros bâton, de cette période d'impérialisme agressif qu'avaient les États-Unis au début du XXe siècle, c'est qu'à l'époque, les États-Unis étaient une puissance en ascension, une puissance qui était en position de conquête de nouveaux marchés. Et c'est pour ça qu'ils ont volé l'indépendance de Cuba, qu'ils ont favorisé la sécession du Panama pour prendre le contrôle du canal et qu'ils avaient ces moyens-là.
aujourd'hui, on est dans une position où les États-Unis sont déclinants en Amérique latine. Tous les 2 premières décennies du XXe siècle, c'est l'émergence de la Chine, et la Chine qui est le premier partenaire commercial de la plupart des pays d'Amérique du Sud. À part la Colombie, je crois, tous les pays d'Amérique du Sud ont comme premier partenaire commercial la Chine. Donc Trump a ces coups de menton un peu de celui qui est en train de perdre la partie et qui joue un peu le mauvais joueur et qui fait ses coups de pression militaire et qui risque peut-être même d'accélérer en fait le déclin des États-Unis, où les États latino-américains voient dans la Chine un partenaire beaucoup plus stable et fiable que cette agressivité des États-Unis. Il y a un port au Pérou qui s'appelle le port de Shanghai, qui est un port construit par la Chine et qui devient une porte d'entrée des marchandises chinoises. Où Trump montre d'autant plus qu'il est fort qu'en fait les États-Unis sont en position d'affaiblissement, et tout son discours de on va rendre une grandeur à l'Amérique, oui, sauf qu'en termes commercial, la grandeur elle est déjà en grande partie perdue. Oui, c'est intéressant cette idée que en fait, plus un impérialisme montre un peu les dents, plus c'est un signe aussi de cette crise de l'hégémonie américaine qu'on discute beaucoup, et donc Trump et sa politique est un symptôme, quoi. J'aimerais du coup revenir par rapport à ça, justement. On va rester un peu sur Trump et sa politique qui laisse beaucoup de commentaires, mais plutôt sur les scénarios possibles concrètement là, avec ce qui est en train de se passer dans les Caraïbes avec le Venezuela et la politique de Trump et ses contradictions, parce qu'on touche un peu à ce sujet-là. Il y a le magazine un peu de l'establishment et de l'impérialisme américain, Foreign Affairs, qui dans un article récent il déclinait un peu 3 scénarios, mais c'est repris aussi dans la presse française. Un premier scénario où en fait ce que fait Trump et ce que fait l'armée américaine, c'est un coup de pression, c'est montrer les crocs pour forcer en fait Maduro à partir. En gros, c'est essayer de forcer le changement de régime sans intervention, mais voilà, avec de fortes pressions. Deuxième possibilité, ce serait, si cette première option ne fonctionne pas, utiliser la force militaire, mais pour mener des frappes aériennes ciblées contre des infrastructures, directement contre des dirigeants. Tu l'as dit, Philippe, le truc de narcoterroriste, c'est aussi pouvoir cibler Maduro, bref, des dirigeants. On sait qu'il y a cette capacité, mais là encore, Foreign Affairs, il disait oui, c'est pas évident, c'est pas facile à mettre en place. Et la troisième option, et la dernière, c'est l'invasion militaire. L'invasion militaire terrestre. Dans tous les cas, pour le moment, il n'y a aucun scénario qui a l'air très satisfaisant pour Trump, pour les États-Unis. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces contradictions-là, sachant qu'il y a un autre aspect dont on n'a pas forcément encore parlé, mais il y a la question interne aussi. C'est-à-dire qu'il y a la question de Trump, c'était celui qui a dit aux Américains les guerres inutiles, on est embourbé 20 ans, comme on l'a vu en Afghanistan, en Irak, avec moi c'est terminé. Et on sait que c'est aussi là-dessus qu'il a fait sa campagne et sur lequel il a toujours une forte légitimité dans sa base électorale. Je pense que là, sa base électorale n'est pas du tout motivée à l'idée d'une possible intervention sur Venezuela. Est-ce que peut-être, Phi, tu peux revenir un peu sur... Oui. Moi, je pense que oui, ça, c'est les options qui sont en train de se discuter dans la presse, mais sûrement parce que c'est des choses qui se discutent au sein du gouvernement américain aujourd'hui, mais qui sont remplies de contradictions. Parce que, oui, certes, peut-être il y a une tentative de faire pression sur le gouvernement et essayer de surtout briser une partie du régime qui se retourne contre Maduro et peut-être mettre un gouvernement plus proche et favorable aux intérêts des États-Unis. L'autre option de frapper, comme tu disais, et l'autre, l'invasion. Mais il y a des ailes au sein du gouvernement des États-Unis qui sont plus, par exemple, Marco Rubio. Par exemple, le secrétaire d'État. Lui, c'est un gusano, comme on appelle. C'est un ver de terre. Enfin, tu veux expliquer ce que c'est? Un gusano, c'est un ver qu'on appelle. C'est l'opposition cubaine, les exilés cubains qui sont farouchement anticommunistes,
très liés à l'extrême droite, etc. Et c'est la première fois qu'il y a un ministre aussi important qui vient de ce secteur-là, qui est un secteur très important de la base électorale de Trump d'ailleurs, mais qui est farouchement anti-communiste. C'est pas parce que Maduro c'est le communisme, mais contre Cuba, contre tout ce qui est un peu de gauche, etc., qu'il présente comme communiste, socialiste. Voilà, ils sont contre tout ça. Donc une aile cette aile-là notamment, qui est pour les options les plus dures. Et il y a d'autres qui ont plus de doutes, et Trump lui-même. Mais pas parce que, comme tu disais tout à l'heure, pas parce qu'ils sont humanistes, je sais pas quoi. C'est parce que Trump, il a peur d'échouer. Parce qu'il y a eu des tentatives d'écoute d'État qui n'ont pas marché. Et qui ne sait pas si maintenant ça échoue. Il y a d'autres critiques qui disent, c'était cité dans le New York Times il y a quelques jours, il y a d'autres secteurs de l'establishment, pas des gauchistes, qui disent attention, parce que le problème c'est que en étant trop violent contre le Venezuela et contre le régime de Maduro, on pourrait réactiver une base populaire qui soutienne le gouvernement, créer le contraire de ce qu'ils cherchent. Donc ça c'est des contradictions qui existent, c'est des contradictions qui sont au sein du gouvernement nord-américain. Il y a la troisième option, qui est l'option de l'invasion. Mais envahir le Venezuela aujourd'hui, il y a autour de 10 000 soldats, troupes dans les Caraïbes nord-américaines. Mettons qu'ils arrivent à avoir 15 000, 20 000. Mais le Venezuela, c'est un pays énorme. C'est deux fois la France en termes Oui, envahir un pays comme ça avec 20 000 soldats, c'est pas suffisant, c'est pas possible. Donc, c'est une contradiction même logistique très importante pour l'impérialisme. Et moi, je voudrais aller plus loin et même dire quelles seraient les actions les plus agressives qui sont en train de mettre en place Washington, Trump, etc. Les conséquences pour l'Amérique latine aussi. Non, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine en général. Parce que toutes ces politiques-là, c'est des politiques qui encouragent les tendances les plus extrêmes, les plus réactionnaires de l'extrême droite latino-américaine. Et il y a quelques jours, il y a eu le massacre le plus important dans les favelas de Rio. Et le gouverneur de l'État de Rio a justifié cette opération qui a coûté la vie à, 180 personnes, 130 personnes, énormément de gens, mais au-delà de ça, c'est juste, il a justifié cette opération en disant que c'était la lutte contre le narcoterrorisme. Exactement le même langage que Trump et exactement le même type d'opération. Tu rentres et tu tues des gens. C'est-à-dire que ces opérations-là, cette offensive de l'impérialisme est déjà en train d'encourager ces secteurs-là, et peut-être à un autre moment on pourra voir des secteurs plus ouvertement putschistes dans l'armée, dans les secteurs plus civico-militaires, etc., qui essayent de mettre carrément des dictatures plus favorables aux intérêts de l'impérialisme, et ou aussi des polarisations qui pourraient se créer, et dans des pays comme le Venezuela, mais même la Colombie, des scénarios de guerre civile. La Colombie, c'est un pays qui a vécu presque 50 ans de guerre civile. Et dans ce contexte-là, on pourrait voir, oui, des scénarios plus à la libyenne ou à la syrienne, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça en Amérique latine, mais que, aujourd'hui, parce qu'à une époque, on a su voir ça. C'est-à-dire que les conséquences de la politique de l'impérialisme nord-américain, mais soutenue par d'autres impérialismes, parce que je rappelle, la France, la Grande-Bretagne aussi, que maintenant, ils prennent leur distance, mais qui ont soutenu cette politique, peut déboucher sur une catastrophe dans toute la région. Et est-ce que tu peux, Thomas, revenir là-dessus, peut-être sur le contexte, en fait, si on essaye de s'imaginer une invasion militaire du Venezuela par les États-Unis, c'est un gros pays où il y a, je crois, c'est 2 fois la taille de l'Irak, pour avoir une comparaison d'une intervention pareil qui a mal tourné pour les États-Unis, mais aussi le contexte. Il y a beaucoup de les frontières avec la Colombie, il y a beaucoup de groupes armés au sud du pays. C'est un contexte, c'est une poudrière, quoi. Je veux dire, s'il y a peut-être une intervention militaire, c'est vrai qu'il y a cette comparaison. Faire une Libye, ça rendrait le Venezuela une Libye de l'Amérique latine. Oui, d'ailleurs, tous les secteurs sont...
en 2019, quand il y avait ces menaces-là, Jair Bolsonaro, donc le président d'extrême droite du Brésil, et Ivan Duque, président colombien d'une droite très radicale, étaient contre ce type d'intervention parce qu'ils savent très bien que ça aura des conséquences dramatiques à l'intérieur de leur propre pays. Il y a déjà 8 millions de Vénézuéliens qui sont sortis de leur pays. Imaginez, avec une guerre, ce sera encore pire. Les experts militaires parlent qu'il faudrait au moins 100 000 hommes pour pouvoir envisager une intervention au sol contre le Venezuela. Donc, le scénario d'une invasion terrestre me semble pas à l'ordre du jour. Puis, ça me semble aller un peu à l'encontre de la dynamique de Trump, pour ce que tu disais, parce qu'il a été élu sur un discours contre les interventions, parce que les autres interventions ont été des échecs et qu'il n'y a aucun élément qui nous permette de penser qu'il réussirait au Venezuela là où ça a été un échec en Afghanistan et en Irak. Trump, en plus, a cet aspect de vouloir des victoires faciles, des victoires rapides, et conquérir un pays de 2 fois la superficie de la France, qui a une armée, des estimations parlent de l'armée qui serait au 50e, 60e rang dans le monde. Donc il y a un rapport asymétrique entre les États-Unis et le Venezuela. Les États-Unis sont évidemment éminemment plus puissants que le Venezuela, mais le Venezuela a moyen de résister et de faire une résistance qui serait importante et qui pourrait attirer les États-Unis dans un bourbier. On parlait de la dernière intervention terrestre des États-Unis en Amérique latine, c'était le Panama. Le Panama, c'est même pas 10% du Venezuela actuel, en termes de taille, en termes de puissance militaire. Donc, je pense pas que ce scénario soit le plus certain. Par contre, des bombardements ciblés dont on parlait, les États-Unis l'ont déjà fait en Iran au mois de juin, et on voit pas quelles contraintes humaine, morale, retiendrait Trump de faire ce type de politique au Venezuela. Et le déploiement de force, tu en parlais en introduction, est tellement démesuré que ça devient difficilement crédible. Quoique Trump est capable de tout, il est capable d'aller au bord de la guerre et de serrer la main aux dirigeants qui menaçaient du jour au lendemain. Il avait fait ça avec la Corée du Nord durant son premier mandat. Mais déployer le plus grand porte-avions de la planète, déployer 15 000 hommes, déployer une quinzaine de navires, assassiner 80 personnes dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, on a du mal à voir qu'il n'y ait pas de conséquences sur le sol vénézuélien, mais sans doute davantage des interventions aériennes ciblées sur des installations militaires ou visant des hauts dirigeants qu'autre chose. Mais ça peut coûter la vie à des centaines de personnes, cette mascarade. Avec l'objectif de mener une menace psychologique pour forcer des militaires à lâcher Maduro. Mais on n'en est pas là. Il n'y a aucun élément qui nous permette de penser que ça va avoir lieu. Maduro a été annoncé partant du pouvoir 4 ou 5 fois ces 10 dernières années. Les États-Unis ni l'opposition vénézuélienne n'ont réussi à cet objectif. Il n'y a aucun élément qui nous permette de penser que cette fois-ci ça pourrait être un succès. Ouais. Ou même une action de la CIA, non? Parce que n'oublions pas qu'il a autorisé des actions de la CIA dans le pays. Il y a une tentative il a autorisé publiquement des opérations secrètes, voilà. ce qui a un côté presque grotesque. Et sans doute que la CIA était déjà présente au Venezuela. C'est difficile d'imaginer l'inverse. Oui, j'écoutais l'autre jour quelqu'un, je ne me souviens plus, un analyste qui disait si les opérations de la CIA pouvaient faire dégager un gouvernement, depuis longtemps, il l'aurait fait. Parce que depuis longtemps, les États-Unis essayent de se débarrasser de... Et un aspect aussi, peut-être, pour appuyer ce que tu disais, il y a aussi la contradiction que c'est une chose de s'embourber dans des conflits un peu sans fin et qui déstabilisent toute une région, par exemple au Moyen-Orient, l'Irak, l'Afghanistan. Mais là, c'est dans les Caraïbes, au Venezuela, c'est dans leur arrière-cour. Donc imaginez un niveau de déstabilisation de la région aux portes, à des kilomètres des frontières des États-Unis. C'est aussi, je pense, un élément important que ne souhaite pas sur la bourgeoisie américaine, l'impérialisme américain. Je vais peut-être pour aller plus vers la question des positions politiques, qu'est-ce qu'on peut revendiquer comme
pas forcément perspective, mais comme position politique anti-impérialiste par rapport à ce qui est en train de se passer. On a vu, donc tu l'as dit Thomas déjà, la situation dans laquelle est le peuple vénézuélien, la classe ouvrière vénézuélienne, elle est due, oui, à la pression des États-Unis, mais aussi c'est la conséquence du régime aussi chaviste, des politiques menées par Chavez puis Maduro. Donc voilà, on a dit l'inflation, les salaires extrêmement bas, les conditions de travail hyper précaires, sur la base aussi de négociations avec l'impérialisme. Là, on voit que Maduro, il a annoncé un peu une espèce de mobilisation générale, citoyenne, mais il a aussi annoncé un décret d'état d'exception face aux menaces extérieures. Et il a continué en fait de réprimer, parce qu'il y a la situation économique, mais il y a la situation politique, tu t'en parlais déjà, mais une répression forte des oppositions, pas que de l'opposition droite, mais aussi des secteurs plus à gauche. Est-ce que, peut-être on peut revenir un peu là-dessus, et la question c'est, est-ce qu'on finalement on peut faire confiance, tu y répondais un peu déjà, mais au régime, la réponse est un peu dans la question, mais au régime de Maduro, au chavisme, pour lutter en fait contre l'impérialisme. Peut-être Thomas, puis... Non, enfin, sans surprise, non, et je pense que Nicolas Maduro est le plus mauvais anti-impérialiste qui soit, justement parce qu'il ne mobilise pas sa population, qui ne lui permet pas d'avoir une mobilisation libre et consciente à l'encontre de la politique des États-Unis, et que les États-Unis se permettent ça aussi parce que c'est un chef d'État faible, impopulaire, autoritaire à l'intérieur de son pays. Et c'est précisément parce qu'il est faible et autoritaire que, du coup, son rapport de force avec les États-Unis est extrêmement mauvais. Chavez, dans les années où il avait un soutien majoritaire de la population, il arrivait à renégocier le partage de la rente dans des conditions un peu plus favorables au Venezuela. C'était pas la révolution, il n'a pas récupéré toutes les richesses, c'est des entreprises mixtes où les multinationales pouvaient continuer à s'enrichir, mais il avait une position de force favorable. Là, aujourd'hui, Nicolas Maduro, il négocie à la baisse. Là, en juillet, je le disais, donc il y avait une possibilité de la licence de Chevron. C'était une licence avec des exemptions d'impôts, aucun argent qui va pour l'État. Là, il était prêt à tout lâcher, quoi. Exactement. Ouais. Là, dans les dernières semaines, face aux pressions militaires, il était prêt à lâcher ses alliés russes et chinois, et de donner des conditions avantageuses aux entreprises états-uniennes contre la levée des menaces militaires. Donc, évidemment que devant la population, il va essayer de se donner le beau rôle, d'essayer de capitaliser politiquement et de se transformer de président autoritaire et impopulaire en héros de la défense anti-impérialiste. Mais c'est un très mauvais anti-impérialiste, précisément parce qu'il ne permet pas à la population de se mobiliser librement, d'avoir conscience et d'avoir un chef d'État que les États-Unis savent que la population sera derrière lui. Là, aujourd'hui, ils savent très bien, et c'est pour ça qu'ils peuvent avoir une politique aussi offensive. Quel anti-impérialiste négocie des conditions privilégiées aux entreprises de l'Empire contre une levée des menaces militaires. Donc on a un rapport qui est très faussé. Et même, en vrai, sa défense de la souveraineté nationale, même face à la Russie et la Chine, elle est assez mauvaise, parce qu'il y a une subordination aux intérêts de la Russie et de la Chine davantage qu'une affirmation en propre, précisément parce qu'il n'a pas le soutien de la population et qu'il ne cherche pas à avoir une stratégie, comme je le disais pour María Corina Machado, qui n'a pas une stratégie d'appui sur les secteurs les plus pauvres de la société. De la même manière, Maduro cherche à se maintenir au pouvoir en maintenant ses alliances avec des militaires, en maintenant ses alliances diplomatiques avec la Russie et la Chine, en essayant de négocier avec les États-Unis pour les désamorcer autant que possible, mais la stratégie n'est pas la mobilisation. Au contraire, on en parlait, des exemples de répression qui sont assez majeurs et qui sont totalement destructeurs pour le propre combat anti-impérialiste. Oui, et moi je suis d'accord avec Thomas, mais moi je voudrais ajouter que nous on défend une perspective anti-impérialiste. Nous nous opposons principalement à l'impérialisme. Mais ça ne veut pas dire, comme j'avais dit, nous on n'est pas chavistes, on n'est pas pour Maduro.
Maduro et le chavisme, depuis plus de 25 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas fait, ils parlent beaucoup de socialisme du 21e siècle, développement du Venezuela, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peuple complètement écrasé par la pauvreté. Le Venezuela continue à être totalement dépendant des exportations du pétrole et des matières premières. Il n'y a eu aucune transformation et véritable industrialisation du pays et pour donner les clés justement d'une libération vraiment de l'impérialisme. Et aujourd'hui, l'impérialisme met des sanctions, une pression et des menaces militaires, etc. Et face à ça, on a un gouvernement qui a un régime qui a créé une caste des capitalistes amis de l'État, amis du régime, qui sont battus contre une partie de la bourgeoisie vénézuélienne, mais qui a créé une autre partie de la bourgeoisie vénézuélienne qui défend les intérêts main dans la main avec le gouvernement et le régime. Et ils sont tous d'accord, et ça, ils sont d'accord aussi avec l'opposition de droite, pour réprimer la mobilisation des travailleurs, de la jeunesse, des classes populaires. Et qu'aujourd'hui, face à la menace de l'impérialisme, c'est précisément dans la classe ouvrière, dans la jeunesse, dans les classes populaires, qu'il y a la force, en tout cas, pour vraiment lutter contre l'agressivité et l'offensive de l'impérialisme. Et de ce point de vue, le gouvernement de Maduro, c'est un ennemi de cette perspective-là. Et comme tu disais bien, et il a tout offert, ou en tout cas proposé d'offrir à l'impérialisme pour se sauver, Maduro, sauver son gouvernement, en échange de faire baisser les tensions, la pression militaire des États-Unis. Donc je pense que c'est très important de rappeler ça, que la véritable lutte contre l'impérialisme ne peut pas être de la main des différentes options, même si sont nationales, de la bourgeoisie. Parce que d'une façon ou d'une autre, et ils vont trahir. Et cette mobilisation, donc, je lisais, c'est près de 4 millions de personnes que Maduro veut mobiliser pour défendre le pays en cas d'attaque, etc. On verra déjà ça, et surtout avec quelle direction? Avec Maduro à la tête, qui tout à coup peut changer et se mettre à négocier avec l'impérialisme, et en plus, avec quel degré d'auto-activité indépendante de la classe ouvrière et des classes populaires face à l'impérialisme et face aussi aux ennemis nationaux, à la bourgeoisie nationale, dont une partie est liée au régime de Maduro. Mais je pense que c'est important à préciser parce que en France, mais je pense aussi à l'international, il y a un peu deux secteurs de position dans la gauche. Il y en a un qui revendique beaucoup l'héritage du chavisme, de Chavez. C'est vrai que la révolution bolivarienne de Hugo Chavez, c'est un exemple revendiqué et qui a inspiré un peu le concept de révolution citoyenne de la France insoumise, mais aussi de Mélenchon. Donc c'est un modèle plutôt revendiqué, malgré toutes les limites que tu dis. Et il y a un autre secteur plus ouvertement atlantiste, en soutien aux États-Unis, et qui, je pense, peut même se satisfaire de la nomination de Maria Corina Machado comme prix Nobel. Mais je pense que c'est important de rappeler ce que tu disais aussi, Philippe, parce que j'entendais, il y avait eu, je regardais un petit peu en préparant le stream et l'émission, il y a eu un stream de Parole d'honneur sur ce qui se passe au Venezuela, etc. Et il y avait un peu un moment où en fait il présentait finalement Maduro et le régime chaviste comme vraiment l'incarnation ou le représentant direct de la classe ouvrière. C'est vraiment, ils disent oui, c'est une guerre de classe, etc. Mais comme tu l'as dit, et peut-être Thomas, je sais pas, tu pourrais revenir là-dessus pour expliciter ce point-là, que c'est pas vrai. La réalité, c'est que le régime, que ce soit quand il y a eu Chavez et avec Maduro, il est lié aussi à des secteurs de la bourgeoisie nationale vénézuélienne, mais aussi de la bourgeoisie étrangère. Oui, tout à fait. Il y a une expression au Venezuela qui s'appelle la bolibourgeoisie pour parler de cette bourgeoisie bolivarienne qui s'est fondée dans les amitiés au pouvoir de Chavez puis de Maduro, et en particulier là dans la dernière période de crise où Maduro essaye d'attirer des dollars, de dollariser la propre économie. Donc, quel pouvoir de la classe ouvrière est en train de dollariser une économie? De quoi on parle?
les libertés syndicales sont en large part suspendues. Le salaire, je le disais, était totalement détruit. Les gens vivent de primes venant de l'État. Enfin, j'ai du mal à... Si ça, c'est le socialisme, si ça, c'est le pouvoir de la classe ouvrière, enfin, c'est une manière de dégoûter tout le monde du pouvoir du socialisme et de la classe ouvrière. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui ont une condition pour leurs travailleurs pire que celle qui existe aujourd'hui au Venezuela. Des syndicalistes peuvent être enfermés parce qu'ils ont dénoncé de la corruption dans leur entreprise, peuvent rester des années en prison sur des motifs totalement arbitraires. La liberté de se mobiliser, de faire des manifestations peut terminer. Je veux parler de Martalia Grajales qui a été arrêtée cet été. Enfin, on a des circonstances qui sont... Enfin, je pense que c'est le pire service à rendre à l'idée de socialisme et à la défense de la classe ouvrière que de dire que ça, c'est notre projet politique. Enfin, c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, les secteurs qui sont le plus favorables au maintien, à la stabilité de Nicolas Maduro au pouvoir, c'est des secteurs qui imaginent une stabilité économique sous Nicolas Maduro et donc des secteurs qui s'enrichissent sous Nicolas Maduro. Aujourd'hui, il y a un des rares pays où il y a plein de pays où il n'y a pas de magasins Ferrari, Venezuela en fait partie, parce qu'il y a de nouveaux riches qui, dans les effets de dollarisation, dans les effets de change, arrivent à constituer une espèce de classe sociale qui s'enrichit et qui est à l'opposé total d'un projet politique qui serait émancipateur et qui assurerait des conditions de vie, des conditions de vie dignes à la population. Et peut-être un dernier mot. Donc oui, rappeler que rejet absolu de l'agression impérialiste des États-Unis, mais qu'il faut que ça se fasse sur la base d'une mobilisation en toute indépendance du coup du régime de Maduro. Et je pense aussi aux autres gouvernements latino-américains qui ont été peut-être un peu timides, parce qu'il y a quelques gouvernements progressistes, de gauche, réformistes, de gauche institutionnelle, celui de Lula au Brésil, de Sheinbaum au Mexique, Petro aussi en Colombie. Mais je pense que pour les deux premiers, ils ont été assez timides au moment aussi de dénoncer cette attaque, non Oui. Moi, je pense que c'est important de répéter ça, que notre soutien total au peuple vénézuélien face à l'agression impérialiste. Et que cette opposition à l'agression impérialiste n'implique aucun soutien politique au régime de Maduro ou d'autres régimes d'autres pays qui seraient attaqués par l'impérialisme. Et effectivement, dans ce cadre-là, justement, ça montre, je disais à un moment que Trump avait attaqué durement et avait imposé des tarifs des douanes, barrières douanières au Brésil, pour obtenir la non-condamnation de Bolsonaro, d'une part. Et Lula, en ce moment, au milieu de cette crise, il se pose comme un médiateur de la crise. Non, et en tout cas, il offre ses services de médiateur dans la crise avec le Venezuela. Et surtout que ces dernières semaines, la diplomatie brésilienne essaye de se rapprocher de Trump pour essayer d'obtenir des tarifs moins élevés, etc. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait dans une politique des bourgeoisies nationales, de négociation avec l'impérialisme. Et donc, tous ces discours plus ou moins radicaux, parce qu'ils ne sont même pas très radicaux, leurs discours, mais tous leurs discours de défense nationale, etc., comme Maduro lui-même, dès qu'il trouve il y a une petite porte qui s'ouvre pour négocier avec l'impérialisme, c'est ça l'option qu'ils empruntent. C'est cette option-là, cette voie-là qu'ils prennent pour négocier avec l'impérialisme plutôt que de parier sur la mobilisation populaire, sur le renforcement de la défense, le seul véritable arme qu'ont les pays
pays dominés par l'impérialisme, c'est la mobilisation de la classe ouvrière et des classes populaires dans ces pays-là. Et ces options, ces gouvernements bourgeois, même s'ils sont dans le cadre d'un pays opprimé par l'impérialisme, même si parfois ils ont des politiques plus ou moins nationales, de développement, etc., ils sont tous des stratégies qui sont contre, parce qu'ils ont plus peur de la mobilisation de la classe ouvrière et des classes populaires, de la jeunesse, des précaires, des millions de précaires qui existent dans cette partie de la planète, que de l'impérialisme. Donc je pense que ça c'est très important de ne faire aucune confiance à ce type de gouvernement. Et la soi-disant gauche qui gouverne aujourd'hui au Mexique, elle est très contente de négocier aussi avec les États-Unis, alors que Trump a une politique complètement raciste et de mépris et d'oppression du Mexique, de tous les migrants mexicains qu'il y a, et de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine en général. Et voilà, le gouvernement mexicain actuel est là, pareil, dans une position d'opposition très timide, mais surtout de chercher à négocier et surtout ne pas trop se mouiller et être touché par... Récemment, Sheinbaum, elle a même dit qu'elle était prête à accentuer les efforts, participer à la lutte contre le narcotrafic au Mexique et plus largement autour. Thomas, tu veux ajouter un mot ? Oui. Après, il y a eu beaucoup d'opposition aux interventions dans la mer des Caraïbes, et d'autant que certains bombardements se font au large des côtes colombiennes, au large des côtes mexicaines. Il y a un bombardement qui a coûté des vies, qui était au large d'Acapulco. Donc, c'est très large, en fait, la zone qui est menacée par Donald Trump. Ces gouvernements, effectivement, s'opposent à l'intervention de Donald Trump, mais essayent de garder leur bille. Enfin, ils sont effectivement dans une peur de l'augmentation des tarifs douaniers. Et nos gouvernements européens, pareil. Nos gouvernements étaient peut-être même encore plus. Les gouvernements européens étaient même encore plus serviles dans la défense des tarifs douaniers, dans la défense contre les mesures des tarifs douaniers de Donald Trump, que des gouvernements latino-américains qui effectivement ont une peur de ces pressions-là. Celui qui a été peut-être le plus offensif, c'est Gustavo Petro, le plus vocal, qui s'est opposé frontalement à ces discours, qui a fait plusieurs discours là-dessus, et qui a interrompu toute collaboration et tout échange d'informations avec les États-Unis sur ce sujet. Même le Royaume-Uni en est à ce point de cesser les échanges d'informations avec les États-Unis, pour montrer qu'à la fois, effectivement, ils essayent tous d'avoir une opposition mesurée, de ne pas couper les liens avec Donald Trump, mais où à la fois ils sont aussi effrayés, y compris des alliés traditionnels des États-Unis comme le Royaume-Uni, par la dérive guerrière et l'escalade unilatérale des États-Unis contre le Venezuela, et ces bombardements qui n'ont pas de sens, parce que des opérations contre le trafic de drogue, tous les États en mènent, y compris la France, en arraisonnant les navires, en arrêtant les personnes, en remontant des filières avec des preuves qui permettent de monter des procès. Là, par exemple, il y a eu 2 survivants dans un des bombardements. Ils n'ont même pas pu être arrêtés. Ils ont été extradés en Colombie, en Équateur, parce qu'ils venaient de Colombie et d'Équateur. Ils n'ont même pas pu être jugés parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et du coup, la justice équatorienne et la justice colombienne ont été obligées de les libérer parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve et qu'il n'y a aucune tentative de démanteler un trafic de drogue. C'est en cela que le mot du trafic de drogue est complètement fallacieux, parce qu'ils ne démantèlent pas des trafics, ils bombardent complètement aveuglément. Merci beaucoup, on est à plus d'une heure de stream. Merci Thomas, merci Philippe. J'invite du coup tout le monde à suivre. On va continuer de suivre la situation au Venezuela, plus largement la situation internationale, puisqu'il se passe énormément de choses. Au Moyen-Orient, l'Amérique latine, c'est pareil un point chaud de la situation. Donc continuez de suivre Révolution Permanente. Demain, il y a un stream d'armes de la critique avec Joachim, donc demain soir. Donc pareil, je vous invite à assister à ce stream demain soir. Merci beaucoup.